Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion où on vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Cette balado-diffusion est une présentation de Québec Oiseaux. Les mois de novembre se suivent et ne se ressemblent pas. On pratique évidemment un passe-temps qui nous amène forcément dehors. Alors on est bien au courant quand la température fait des siennes, mais bon, la presse nous le rappelle à tous les jours quand il fait pas beau. Je pense que c'est assez difficile de passer à côté. Je vous parle donc alors que l'hiver est arrivé de façon assez fracassante parmi nous. Évidemment, un froid précoce n'annonce pas nécessairement que la suite sera du même ordre, mais disons qu'on s'attend à voir les oiseaux d'hiver arriver en grand nombre assez rapidement. Et en parlant d'oiseaux d'hiver, on dirait que l'hiver 2025-2026 pourrait enfin être un bon hiver pour les ciserins dans le sud du Québec. Plus précisément, le ciserin flammé, puisque le ciserin blanchâtre et le ciserin flammé ont été comme réunis dans les taxonomies maintenant acceptées. Après 2 hivers, même 3, enfin je vous parlerai plus tard de comment ça se fait que je sais ça maintenant, plus tranquille pour ce fringilidé, dans la plupart des régions le long de Saint-Laurent, on pourrait avoir des nombres plus élevés cette année, comme ces oiseaux semblent déjà arriver en plus grand nombre. De mon côté, je suis allé voir sur eBird dans mes propres données, et j'ai fait une petite vérification et je me suis aperçu que je n'ai pas vu de ciserin depuis avril 2022. Malgré quelques tentatives, malgré avoir essayé d'en apercevoir lorsque moi-même j'étais de passage à Québec, certains oiseaux, disons, ont passé une partie de l'hiver dans la région de Québec dans les dernières années, même s'il y a peu d'individus qui se sont rendus jusqu'à Montréal. Alors pour moi, je sens que cet hiver qui s'en vient va être une occasion de belles retrouvailles avec cette espèce que j'ai pas vue donc finalement depuis 3 ans carrément. Et alors que je me réjouis à l'avance du sentiment de bonheur de retrouver une espèce que j'ai pas vue depuis longtemps, c'est exactement le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Il est généralement accepté de qualifier novembre de mois le plus déprimant de l'année, et alors que je vois de la possible pluie verglaçante menacer une sortie que je prévoyais depuis 1 mois en fin de semaine, difficile de ne pas être d'accord. Le prochain numéro du magazine Québec Oiseaux présentera un dossier sur la santé mentale et les oiseaux. Jean-Philippe Rousseau, son auteur, vient nous présenter ce dossier avec des extraits des rencontres qu'il a faites pour nourrir sa réflexion sur ce sujet. Alors, j'accueille pour la 2e fois cette année à la balado-diffusion Jean-Philippe Rousseau, qui travaille pour le magazine Québec Oiseaux et qui signe à l'hiver 2026 un dossier sur la santé mentale et l'ornithologie. D'abord, évidemment, Jean-Philippe, bienvenue au balado. Bonjour, merci Gaspard. d'être là. Merci de l'invitation. Est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes lignes de ce qu'on va retrouver dans ce dossier-là sur la santé mentale et l'ornithologie? Oui, c'est un dossier, à travers 3 textes, on explore quelques aspects, justement, comment les oiseaux et l'ornithologie affectent votre bien-être, mon bien-être. Donc, si vous êtes un passionné d'oiseaux, ou même si vous êtes un ornithologue amateur ou quelqu'un qui aime la nature en général, la biodiversité, pas besoin que ce soit nécessairement les oiseaux. Ici, on parle des oiseaux, effectivement, mais c'est le genre de constat qui se transpose là, dans à peu près toute forme de contact avec la nature. Donc, on se posait la question à savoir qu'est-ce que la science disait derrière, justement, la psychologie, derrière ce contact avec la nature. Alors, à travers le dossier, on explore plusieurs questions. J'ai notamment rencontré une dame de la Rive-Sud, une Montérégienne, Caroline, qui nous a un peu partagé son expérience de vie. J'ai aussi discuté avec des experts français qui ont écrit un livre dont on va parler un peu tantôt. Donc, c'est ça. Donc, à travers ce dossier-là, on explore plusieurs facettes de la psychologie, comment l'avifaune, comment les oiseaux, comment ce contact avec la nature, justement, peut vous aider à améliorer votre santé mentale, votre bien-être. Et bon, ça peut être un cas extrême, mais aussi ça peut être au quotidien, là, par de simples trucs. Alors aussi, c'est-à-dire que là, évidemment, on est conscient qu'on prêche à des convertis. C'est-à-dire si vous écoutez la balado-diffusion qui parle essentiellement des oiseaux, c'est certain que vous êtes probablement un peu conscient que ça vous fait du bien, ou en tout cas, vous trouvez que ça vous fait du bien d'aller voir les oiseaux. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, comment ça vous fait du bien? En fait, c'est ça ma première question que je voulais vous lancer. Si je te pose la question, Gaspard, toi, tu es un amateur d'oiseaux, évidemment, et on est ici, je vois tes mangeoires qui sont juste là, de l'autre côté de la porte patio. Tu m'expliquais juste avant qu'on commence l'enregistrement les oiseaux que tu avais dans tes mangeoires. Qu'est-ce que l'ornithologie, qu'est-ce que l'observation d'oiseaux t'apporte à toi? T'as-tu déjà posé la question? Je me suis quand même souvent posé la question. Récemment, je suis intervenu à quelques reprises dans des médias un peu grand public
où on m'a demandé ça exactement. Donc, c'est une réflexion que j'avais déjà eue. Puis, c'est drôle parce que pour notre génération, c'est très populaire, les applications de méditation, des choses comme ça. Puis, je pense que quand je fais de l'ornithologie tout seul, ce qui m'arrive quand même relativement régulièrement, je le vois comme une façon de méditer. Et particulièrement aussi parce que l'ornithologie, finalement, c'est quelque chose qui a un rythme très lent. Oui. Ça va pas vite, on est en nature, on doit écouter, on doit regarder. Et comme vous êtes certainement au courant, si vous écoutez la balado, puis si vous allez en nature, il y a des longs moments où il se passe rien. Hein? Évidemment, on cherche les oiseaux, puis ça peut arriver. Il y a des moments dans la journée où tout d'un coup, il y a un creux, puis là, on attend qu'il se passe quelque chose, ou on va aller à un site, puis là, on va dire hey, on ne trouve rien ici. Des fois, il faut marcher, se déplacer entre les sites. Donc, pour moi, c'est vraiment un bon moment pour se ressourcer. Et même dans ces moments-là, qui sont un peu les creux de vague, reste qu'on est en nature, qu'on entend les arbres, qu'on a le contact avec la fraie, et le fait de concentrer son attention sur, dans ce cas-là, chercher les oiseaux, écouter, essayer d'identifier, bien, tout ça fait un peu partie de l'exercice. Et oui, l'ornithologie, il y a le loisir, il y a la science, il y a la photo, peu importe c'est quoi votre approche ornithologique, mais c'est exactement ça. Il y a le volet un peu méditatif, introspection, prendre le temps essentiellement. Et c'est un peu tout ça là, dont on parle dans le dossier santé mentale. Et tout ça me permet de faire le point, puisque moi, en fait, l'idée de ce dossier-là m'est venue par moi-même, une expérience, puisque au début des années 2020, c'était le début de la quarantaine. J'ai eu moi-même là, des défis, si on veut, là, en termes de... Ce qui peut arriver souvent, oui, changement de dizaine, on parle de la même génération. Je ne sais pas quel âge que vous avez. Oui, c'est pas mal dans ce cas-là. Je suis pas rendu là, mais ça s'en vient, la trentaine, la quarantaine, on est dans une époque, moi je suis à la mi-quarantaine, on est dans une époque de remise en question, donc au début de la quarantaine, durant le temps de la pandémie en fait. Et moi je travaillais dans les médias à temps plein dans ce temps-là. Et j'ai eu, un arrêt de travail, j'ai été remis en contact avec ce qui me forçait à prendre du temps, remis en contact avec la nature, et j'ai redécouvert cette passion pour les oiseaux. Et quand j'ai réalisé que quand j'avais 12-13 ans, je voulais être ornithologue, imaginez-vous. Et ensuite, j'ai bifurqué, je me suis ramassé en communication. Mais ce pas derrière-là m'a permis de voyager beaucoup. J'ai fait un tour du monde. Et dans ce tour du monde-là, j'ai fait du bénévolat en conservation. J'étais en Afrique du Sud, on côtoyait les oiseaux. Ça m'a mis en contact avec des biologistes, des gens dans la nature. Je suis allé en Antarctique. Ça sort bien, ça se place bien. Mais ce contact-là en Antarctique avec les manchots, avec les oiseaux, quand on traverse le passage de Drake, pendant 2 jours, il n'y a rien à faire sauf de passer du temps notamment avec la Bird Lady, qu'il l'appelait la naturaliste sur le navire qui était spécialisée en ornithologie, qui nous apprenait les albatros, tous les oiseaux pélagiques. Exactement, tous les oiseaux qu'on voyait traverser le passage de Drake qui accompagnait le navire. Et ensuite, en Antarctique, ce contact-là avec la faune, il y a la faune marine, mais il y a beaucoup, évidemment, les pingouins, les manchots. Et ça, c'est de l'ornithologie. Donc, tous les gens qui aiment les manchots, et il y en a beaucoup, ils sont amateurs d'oiseaux. Et ils ne le savent peut-être pas, mais le fait d'aimer les pingouins... J'arrête pas de dire pingouins, parce qu'en anglais, tous les noms sont... les noms anglophones, c'est pingouins, mais tous les manchots, ça, c'est de l'ornithologie. Et ce contact-là m'a ramené vers le journalisme scientifique. Et l'idée du dossier est venue comme ça. Et ce qui m'a fait mettre en contact avec beaucoup de gens sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez réalisé... au point, les réseaux sociaux, notamment Instagram, ont permis à des photographes amateurs, des ornithologues animaliers qui avaient des dizaines et des dizaines de photos, leur a fourni une plateforme pour diffuser ces photos-là et ça crée des communautés. Et je suis entré en communauté avec une femme de la Rive-Sud qui s'appelle Caroline et c'est cette femme-là que je vais vous présenter tout d'abord. Oui, alors puis en plus, donc, tu parles justement d'Instagram, puis ça fait penser, en fait, il y a une espèce de tempête parfaite, une combinaison justement de réseaux sociaux où les gens échangent des photos. Et aussi de l'accessibilité quand même récente de caméras de grande qualité à un prix vraiment inférieur. Oui. Donc, le matériel photographique qui permet de prendre des photos d'oiseaux d'une relative qualité qui n'était clairement pas accessible il y a 25-30 ans. Non. Et la facilité d'échanger entre les photographes fait en sorte que ces gens-là peuvent entrer en communauté. Si vous appréciez les photos, vous pouvez suivre ces gens-là. Ces gens-là peuvent aussi échanger entre eux les trucs, etc. Donc, tout ça, c'est une façon aussi d'avoir ce contact-là privilégié là, avec la faune. Et donc, on vous recommande forcément à tout le monde, si vous le pouvez, aller en Antarctique. Je suis certain, moi je ne suis pas allé, mais je suis certain que ça doit être excellent pour la santé mentale, peut-être moins pour le budget. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, alors,
Caroline, dont tu nous as parlé, que tu nous as maintenant introduit, c'est quelqu'un dont le parcours lié aux oiseaux est vraiment exactement aux antipodes. Donc, c'est le contraire d'aller en Antarctique qui l'a connecté aux oiseaux d'une certaine façon. Est-ce que tu peux nous présenter un peu son parcours à elle? Oui, effectivement. Caroline, c'est une femme de la Montérégie que, comme je disais, j'ai rencontrée virtuellement tout d'abord via ses photos sur Instagram que j'ai commencé à suivre. Et de fil en aiguille, on s'est mis à parler et elle me raconte un peu son histoire et le fait qu'elle, essentiellement, l'ornithologie et la photo a sauvé en quelque sorte sa santé mentale. Bon, là, je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais moi, quand elle me racontait son histoire, c'est vraiment ce que je percevais. Parce qu'elle a eu un accident de travail il y a maintenant 4 ans et elle est en arrêt complet. Okay. Donc, arrêt difficile à bouger, difficile de sortir de la maison. Donc, elle était cantonnée à l'intérieur essentiellement. Pour qui que ce soit, pour n'importe qui au niveau de la santé mentale, donc une épreuve quand même très difficile à vivre. Exactement. Et elle avait la chance d'habiter proche d'un parc municipal sur la rive sud, dans l'ouest de la Montérégie. Et ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'oiseaux derrière la demeure de son conjoint de l'époque. Et c'est comme ça qu'elle a été mise en contact avec les oiseaux. Je vous propose d'écouter un premier extrait qui donne une idée là, du sentiment qu'elle avait face aux oiseaux. Okay. Ah, c'est sûr, le Grand Pic. La première fois que j'ai vu le Grand Pic, là, j'étais assis là, puis là, le Grand Pic est passé en avant de nous autres, puis il est allé dans un arbre, là, puis là, je capotais, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je pensais que c'était un aigle, tu sais, quand je connaissais aucun oiseau, moi, puis c'était un des premiers que j'ai eu ici. J'avais pas mes mangeoires encore, puis c'était un peu ça qui m'a donné la piqûre des oiseaux. Puis là, j'ai pris une photo ou une vidéo avec mon sel, puis tu sais, l'envergure avec ses ailes ouvertes. Hey, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est énorme quand ça ouvre ses ailes. Et puis là, je l'attendais à tous les jours. J'étais quasiment assis dans le porte-patio, puis j'espérais qu'il revienne. Puis là, je capotais. J'entends l'émerveillement de cette dame-là. Puis moi, je peux témoigner, je guide des sorties d'oiseaux, je participe à des sorties d'oiseaux avec mon club d'ornithologie. Le Grand Pic, admettons, dans nos régions, c'est une espèce qui est pas particulièrement rare. C'est une espèce qui est relativement fréquente. Il faut sortir de Montréal pour la voir. Ah, il y en a à Montréal. Ah, oui? Il y en a des fois au Jardin botanique, il y en a au cimetière du Montréal. Mais moi, ce dont je voulais témoigner, c'est que c'est toujours une espèce vedette des sorties. C'est fou. Les gens qui nous accompagnent, à chaque fois, là, ça ne manque jamais. C'est toujours une espèce qui rend les gens excités. Là. Les gens sont tellement contents de les voir. Puis donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment fait sourire, cet extrait-là, parce que j'entends quelque chose que j'ai vu et que j'ai revu dans mes sorties où lorsqu'on trouve un Grand Pic puis qui passe proche de nous, là, les gens puis quand on l'entend adorent aussi, ça. Parce que moi, j'adore le Grand Pic parce que moi je suis un fan de Balmol et mon équipe s'appelle les Pic-Bois et c'est moi qui ai fait le logo et c'est un Grand Pic, laissez-moi vous dire. C'est vraiment moi aussi un de mes préférés. Mais c'est ça, donc Caroline, avec ce contact-là avec le Grand Pic, ça a été le point de départ et il y avait une mangeoire à ce moment-là. Alors son conjoint de l'époque, il a fait d'autres mangeoires, il a acheté des mangeoires, donc il a créé cette espèce d'univers-là pour l'accompagner dans cette découverte-là. Et là, elle s'est acheté un appareil photo, un premier modèle. Ensuite, et moi, je connais rien en photographie, là, donc je pourrais vous dire le modèle, mais en fait, je me suis... Oui, je connais à peine ça. Moi, je suis un tout petit peu, mais pas plus qu'il faut non plus. Donc, de fil en aiguille, elle s'est fait là, une installation. Elle avait un fauteuil extérieur avec les mangeoires. Elle était peut-être, je vous dirais, là, à une dizaine de mètres, 5 à 10 mètres, là, une vingtaine de pieds, 30 pieds des mangeoires. Donc, elle pouvait s'asseoir à l'abri de la pluie et les oiseaux venaient à elle. Elle disait, c'est fou parce qu'elle est chanceuse puisque les oiseaux venaient à elle et en plus, c'est comme je disais, elle habitait proche d'un parc. Donc, il y avait vraiment beaucoup, elle me disait, là, une quarantaine d'espèces, même là, durant une année complète. Donc, c'est ça. Donc, l'aspect, je trouvais vraiment intéressant l'espèce de passion que cette femme-là s'est développée pour les oiseaux, pour apprendre les oiseaux, pour apprendre la photographie, de devenir meilleur. Donc, s'acheter un meilleur appareil photo, pas de cours de photo, essai et erreur, échanger avec des gens sur les réseaux sociaux, justement pour partager d'une part ses photos, mais aussi interagir avec les gens. Donc, la photo lui a permis, de concentrer son attention sur quelque chose de constructif. Et de positif. Deux, de sortir de la maison, ne serait-ce que dans la cour extérieure et d'avoir ce contact avec la nature, mais aussi de sortir sur le monde. On entend beaucoup de choses négatives sur les réseaux sociaux, mais quand on y pense comme moyen d'être en contact avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, c'est merveilleux pour ça. Là. C'est certain. Puis c'est aussi, j'imagine, lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, aujourd'hui,
heureusement ou malheureusement, il y a comme une infinité de contenu qui s'offre à nous, qui passe par la médiation des écrans. Et à ce moment-là, donc, c'est-à-dire que on pourrait passer une journée complète, puis je suis sûr que certains d'entre vous l'avez déjà fait, on est tous coupables de ça, de passer beaucoup trop longtemps sur un écran, finalement à faire des activités qui apportent qui ont une valeur pas très positive sur notre santé mentale, puis qui ne nous apportent pas grand-chose finalement. Il y a beaucoup de contenu vide, puis on est facilement absorbé par ça. Donc, ça nous force aussi à faire autre chose de différent. Et justement, Caroline, ça l'a aidé à sortir. Je vous propose d'écouter un autre extrait de Caroline. Vous allez voir comment, non seulement ça lui a permis de faire ce qu'on a déjà dit, mais encore plus dans son processus de réhabilitation. C'est rendu... Je me réveille le matin, c'est à ça que je pense, là. Puis tellement que là, mon but, tu sais, je fais de la physio, je fais de l'ergo, puis c'est ma motivation de rétablir mon cou, mon épaule pour pouvoir aller faire un voyage, aller photographier des aigles en Alaska. C'est ma motivation de me soigner pour pouvoir voyager, aller faire de la photo. Ça me craint. La chair de poule, tu dis ça. Ouais. C'est quoi ton horizon? J'ai pas beaucoup de résultats dans ma physio. Ça fait 3 ans que je fais de la physio, puis ça avance pas, moi. Fait que ça me prend un but, là. Puis je l'ai trouvé, là, mon but, là. Ouais. On obtient des résultats depuis que j'ai mon but. C'est long, mais on avance. C'est vraiment intéressant parce que, sans tomber évidemment dans des histoires de pensée magique, c'est quelque chose quand même qui est prouvé, il me semble, en tout cas, dans tout ce qui est des soins, c'est-à-dire que lorsque la personne est engagée dans sa propre guérison, que ça améliore la compliance finalement au traitement, les gens sont plus assidus, etc. Donc, c'est vraiment ça qu'on entend finalement. C'est comme si le fait de savoir exactement pourquoi elle le fait, d'avoir un but, ça passe par les oiseaux, parce que ça aide vraiment à se soigner elle-même. Oui, exactement. Et juste pour référence, si vous êtes curieux de voir de qui elle parle, le compte Instagram, c'est Beat Glanzman, B-E-A-T Glanzmann. C'est un photographe et guide aventurier qui est au Yukon, qui est à Whitehorse, et qui fait, les voyages dont elle parle sont au Yukon et en Alaska. Donc, là, il y a plusieurs parcours, là, mais lui dont elle parle pour les pigagues à tête blanche, là, c'est en partie au Yukon. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur ce compte si jamais vous on est désolé pour les auditeurs pour qui on multiplie les idées de voyage qu'ils vont vouloir faire dans le futur. Si vous ne voulez pas donner d'idées de voyage, vous ne parlez pas à la bonne personne, parce que moi, c'est une partie importante. L'Antarctique, l'Alaska, toute cette histoire, finalement, de cette femme qui, finalement, a retrouvé sa santé mentale, puis même, d'une certaine façon, sa santé physique aussi qui s'améliore via le contact avec la nature. C'est un cas d'espèce, si on veut. Là. C'est un exemple concret de comment ça peut se produire à l'échelle humaine. Mais tu as aussi parlé à des gens qui ont écrit un livre qui aborde cette question-là de façon plus générale. Là. Donc, ils sont vraiment penchés sur les aspects scientifiques et philosophiques même de la question. Oui, ça, c'est un livre sur lequel je suis tombé là, un peu... souvent, on dit le bon Dieu des journalistes là, quand on est dans le monde des médias qui nous amène exactement ce qu'on avait besoin comme information ou comme oh mon Dieu, je suis justement en train de faire un dossier là-dessus. J'ai vu, ça parlait de ce livre-là il y a quelques mois et c'est un livre qui a été écrit par 2 spécialistes français, donc Philippe J. Dubois et Élise Rousseau. Le livre s'appelle Ornithérapie et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux. Donc ça, c'est le titre du livre. Ça a été publié chez Albin Michel. C'est disponible au Québec depuis le printemps. Et donc, lui, Philippe Dubois, c'est un spécialiste. Là, il se décrit lui-même comme ornithologue pur et dur, entre guillemets. Là, je fais les guillemets avec mes doigts, vous ne le voyez pas. Okay, mais lui, il se décrit comme un ornithologue pur et dur. Donc, ça fait 50 ans là, qu'il travaille en écologie. En France, il dit, bon, les écologues, ornithologues, etc. Oui. Et elle, qui sont son conjoint aussi, en fait, dans la vie, elle est philosophe de formation. Elle est écrivaine, journaliste. Donc, elle se décrit elle-même plus grand public. Mais les deux sont naturalistes. Et ils ont écrit ce livre-là ensemble. Et ça résume exactement là, cette espèce d'approche sur la nature. Donc, eux, quand ils me parlaient, ils disaient, nous, on voyait le bien-être que les oiseaux nous apportaient et on voulait transmettre ça
au grand public, mais aussi aux ornithologues. Donc, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Et c'est l'idée, justement, de comment l'ornithologie, eux, ils appellent ça l'ornithérapie, dans le sens où profiter du bien-être que peut vous procurer les oiseaux. C'est un livre qui est basé sur la science, notamment. Ils expliquaient justement que dans les dernières années, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur les bienfaits de la nature en général, mais aussi de la biodiversité aviaire et comment ça commence à être prouvé scientifiquement, le bien-être que ça fait. Et je vous propose d'écouter un premier extrait de M. Dubois qui nous parle justement d'une étude là, et les impacts là, sur le bien-être. Aussi, on s'est aperçu que dans les régions qui étaient riches en biodiversité, il y avait vraiment une relation entre la diminution des hospitalisations pour tous les troubles de l'humeur et la richesse de la biodiversité autour de chez ces personnes. Voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un environnement riche en oiseaux notamment, eh bien, on aura plus de chances de ne pas avoir des problèmes de dépression, d'anxiété, etc. En tout cas, ça réduit, si vous voulez, leur impact. La recherche à laquelle M. Dubois fait allusion, c'est une étude que d'ailleurs tu as lu toi-même là, pour faire l'article. Oui, oui, donc la chercheuse principale, Rachel Buxton, est une scientifique de l'Université Carleton à Ottawa. Et c'est une étude qui a été financée notamment par Environnement et Changement climatique Canada, publiée en 2023. C'est une des études justement là, qui montre très concrètement comment la science, la biodiversité et aussi souvent les oiseaux peuvent avoir un impact prouvé là, sur le bien-être et la santé. Et c'est ce genre d'études-là qui a permis à M. Dubois et Mme Rousseau d'écrire ce livre-là. Un autre exemple qu'il me donnait, là, c'est par exemple aux États-Unis, il y avait des chercheurs qui ont soumis des randonneurs parfois à des chants d'oiseaux qui provenaient d'enregistreurs dissimulés, de haut-parleurs dissimulés dans la nature et parfois non. Et les gens qui entendaient les oiseaux, on sentait les bénéfices, là, on a pu mesurer les bénéfices là, de ces enregistrements-là de chants d'oiseaux. Et ce qui est intéressant, vous l'avez mentionné au début, c'est sûr que nous, on prêche à des convertis, entre guillemets, si on veut, là, on parle à des amateurs d'oiseaux, mais les gens qui consultent Québec Oiseaux, les gens qui nous écoutent, il y a des scientifiques, il y a des biologistes qui sont plus professionnels, mais il y a aussi des amateurs, des ornithologues amateurs, dont moi, je fais partie. Vous êtes un peu entre les deux. Là. Vous n'êtes pas ornithologue professionnel, mais vous êtes pas mal amateur. Non, vous êtes plus expert que vous pensez. Là. C'est souvent le cas. Donc, il y a des gens d'un peu tous les horizons. Et c'est ce que Philippe et Élise me disaient, c'est qu'on parle à tout le monde. Là, parce qu'il y a des gens qui sont ornithologues, qui font de leur métier, mais qui ne prennent pas nécessairement le temps de ralentir, de prendre ce moment d'introspection-là dont on parlait depuis le début. Et à ce sujet-là, je trouve que Mme Rousseau, elle avait un regard très intéressant, là, une façon de voir les choses, de dire aux gens de ralentir. Je vous propose d'écouter Mme Élise Rousseau, justement, là, sur qu'est-ce qu'elle répond quand on lui demande, oui, mais justement, les gens qui aiment déjà les oiseaux, là, eux, est-ce qu'on est capable de leur faire réaliser qu'ils peuvent ralentir aussi? On l'écoute. Pour avoir beaucoup côtoyé les ornithologues purs et durs, c'est bien aussi des fois de leur dire quand ils sont très portés notamment sur la coche ou des choses comme ça. On dit coche aussi au Québec. Je sais pas, nous, la coche, c'est la poursuite de la liste. Donc ça, de dire, ouais, les gars, on se calme, peut-être juste pour se rappeler que c'est bien de profiter juste d'observer l'oiseau, en fait, et c'est bien aussi des fois juste de prendre juste du temps pour les écouter, les regarder et se faire plaisir. On incite autour de nous, les ornithologues, même les gens pointus, les gens qui lisent Québec Oiseaux et nous aussi en France, bien vu un peu de birdwatcher, mais d'ornithologue, quoi. C'est de faire ce qu'on appelle nous de l'ornithologie de pleine conscience. C'est-à-dire que j'exerce mes sens pour pouvoir identifier telle ou telle espèce d'oiseau. Je suis dehors. Qu'est-ce qui me fait du bien à être dans la nature? Voilà, c'est aussi apprendre à s'interroger. C'est-à-dire parfois à laisser un tout petit peu l'aspect purement observation pour analyser ce que l'on ressent à observer les oiseaux. C'est assez drôle parce que là, évidemment, ce sont des Français, je trouve ça rigolo, qui nous parlent de la coche en demandant est-ce qu'on fait ça au Québec? Vous connaissez cette expression-là? Et la réponse, évidemment, c'est oh que oui! Oh que oui! On sait très bien ce qu'est la coche. Oui. Au Québec. Ce sont souvent des ornithologues qui sont dans la rapidité. Là. On regarde, on l'a vu, on passe à l'autre. On regarde, on l'a vu, on passe à l'autre. Ah oui, non, ça, mais je suis parfois coupable. Ça dépend des moments. Là.
c'est dur de ne pas se laisser emporter Oui. lorsqu'il y a des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont présents, puis on veut toujours penser, on va aller dans tel secteur, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles espèces, des choses qu'on n'a pas encore Et vues. surtout qu'on a vu par exemple, là, sur Discord ou sur eBird, que telle espèce a été signalée, on veut y aller vite, vite, vite. Donc, c'est exactement, et j'aime beaucoup leur concept d'ornithologie de pleine conscience. On ne fait pas juste regarder, on observe. On ne fait pas juste entendre, on écoute. Et on ne fait même... Bon, c'est le fun d'identifier l'espèce, mais même si on n'est pas capable d'identifier, que ce soit avec Merlin ou avec notre expérience, on peut prendre le temps de fermer les yeux et d'entendre la nature, d'entendre l'oiseau, d'espèce cette intériorisation-là dont on parlait au début, là, on vient un peu boucler la boucle. Et justement, à ce sujet-là... si vous me permettez, une autre étude que je trouvais intéressante, c'est le résultat étant qu'en faisant une sortie en nature 3 fois par semaine, on observe une baisse notable, mesurée du taux de cortisol, qui est essentiellement l'hormone du stress. Donc, les scientifiques ont fait cette mesure-là dans la salive. Et pas besoin d'aller 2 heures en nature. Là. Les effets sont visibles après seulement 10 minutes. Donc, si vous sortez en nature 3 fois par semaine, 10 minutes, il y a déjà une baisse mesurable de votre taux de cortisol et les résultats disaient que cette baisse-là est optimale dans une sortie de 20 à 30 minutes. Donc, très court. Si dans votre quotidien, vous trouvez le moyen d'aller 20 minutes marcher dans un parc, marcher en bordure du fleuve, du Saguenay, d'un lac, du fleuve dans le Bas-Saint-Laurent, peu importe où vous êtes au Québec, en dans arrière le bois, de chez vous, dans un champ, dans une friche, dans une prairie, marcher en milieu agricole, dans un chemin de campagne, c'est la nature aussi. Et cette étude-là, juste pour la petite histoire, c'est l'Université du Michigan 2019. Donc, ces effets-là sont réels, sont mesurables et il existe quantité et quantité d'études là, sur le bien-être lié aux oiseaux. Alors, Jean-Philippe, tu t'es un peu penché aussi sur des suggestions. Alors, comment on fait justement pour se dire, OK, pour suggérer à des amis qui ont besoin de sortir. On connaît des gens autour de nous qui ont des... Surtout, écoutez, là, cet épisode-là sort le 15 novembre. Oui, évidemment, là, on est dans le plus grisant, le mois le plus déprimant de l'année au Québec. Donc là, on est en plein dedans. Là. Oui, on est en plein dedans. Et, en fait, quand on pense observation d'oiseaux, on a souvent l'idée d'aller, vous faites partie d'un club avec les jumelles, marcher. Moi, je suis de la rive sud de Montréal, donc de la Montérégie. Donc, moi, c'est Chambly qui est mon spot, entre guillemets, où j'aime beaucoup aller. Et l'eau est tellement basse cette année, non seulement dans le fleuve, par exemple, au parc d'Affrayère, où est-ce qu'on peut marcher dans le fleuve. La semaine dernière, je suis allé, il y a 2 semaines, je suis allé à l'île d'Orléans. On pouvait marcher carrément en dessous du pont. Bon, je faisais de la reconnaissance pour un prochain article, pour un dossier qui va sortir au printemps. Donc, puisque pour aller voir la colonie d'hirondelles à front blanc en dessous du pont de l'île d'Orléans. J'ai marché en dessous du pont de l'île d'Orléans. Moi, à Chambly, c'est au Fort Chambly. Et l'eau du Richelieu est tellement basse qu'on peut descendre dans l'eau. Sur le lit de la rivière, le lit du bassin, s'installer avec sa chaise de camping et observer, lire, travailler, peu importe ce que vous faites. Mais alors ça, c'est une des façons qu'on vous propose dans le dossier, ce qu'on appelle le slow birding en anglais. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expression du slow birding, donc l'observation au ralenti, si on veut. Donc, s'asseoir et apprécier. Faire un casse-tête, lire, dessiner. Donc, ce sont des moyens que vous pouvez faire de l'observation de l'oiseau dans un endroit qui est riche. Et l'idée du slow birding, donc, est développée par plusieurs scientifiques. Même, il y a une dame au Vermont qui s'appelle Bridget Butler, qui, elle, en a fait sa spécialité. Là, elle organise des activités de slow birding au Vermont. Elle vient parfois au Québec, donc, vous pouvez suivre sur son site web qui est birddiva.com. Donc, elle vient parfois au Québec, donc elle est proche là, de la frontière. Donc, dans le dossier qui est à paraître dans Québec Oiseau, on vous suggère plusieurs façons comme ça de pratiquer l'ornithologie de façon différente. Notamment, une chose que je trouve intéressante, c'est par le bénévolat. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez faire du bénévolat avec les oiseaux. Avez-vous déjà pensé à ça? Le Nichoir dans l'ouest de la Montérégie, le zoo de Granby, l'UCROP, donc la clinique des oiseaux de proie à Saint-Hyacinthe, l'Observatoire des oiseaux à Tadoussac, à Rimouski, à Montréal, à McGill. Donc, il y a plusieurs organismes au Québec qui vous accueilleraient à bras ouverts. Visitez leur site web. On a fait, je prends la balle au bon, on a fait un épisode de la balado-diffusion sur le suivi des populations d'oiseaux en péril avec SOS Pop. Puis c'est exactement un exemple de ça. C'est-à-dire que là, vous avez un
un seul oiseau à viser. Oui. Si vous faites un suivi pour une seule espèce, donc là, il n'y a pas d'histoire de combien d'espèces j'ai Non, vu. exactement. Vous êtes vraiment concentré, par exemple, sur le martinet, sur les bouts des marais, là, c'est les espèces qu'on avait abordées Oui. justement exactement dans cet esprit-là. Et des projets de sciences citoyennes, il y en a plusieurs. Hein, souvent, il n'y a pas juste Québec Oiseau en a, mais il y a beaucoup d'autres organismes aussi qui en font. Le bénévolat, moi, j'en ai fait en conservation, à l'étranger, là, mais au Québec aussi, il y en a du bénévolat en conservation que vous pouvez faire. C'est une façon concrète, de faire une bonne action, mais deux, d'être en contact direct là, avec les animaux, avec les oiseaux dans ce cas-là, et d'aider une ONG qui va probablement vous accueillir là, à bras ouverts. Le fait d'inciter les gens à veiller sur leur bien-être, d'utiliser les oiseaux pour le faire, c'est facile parce que les oiseaux sont accessibles, sont facilement accessibles où que vous soyez dans le monde. Absolument. Vous ouvrez la fenêtre, vous pouvez les entendre. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. On les voit à travers ma porte patio, même si pendant l'entrevue, ce n'était que des moineaux. Que des moineaux, mais bon, on est quand même proche d'un grand parc montréalais, donc il y en a plusieurs d'autres espèces. On aurait pu avoir autre chose, mais là, ça n'a juste pas donné cet après-midi. Exactement. Et ça fait partie un peu du constat je reviens avec M. Philippe Dubois et Mme Élise Rousseau, qui parlait que l'idée d'inciter les gens à apprendre à utiliser les oiseaux pour leur bien-être personnel, c'est aussi un moyen de sensibiliser. Je vous propose de les écouter. Dans beaucoup de pays occidentaux, on va dire, mais même ailleurs, l'environnement est en train de régresser. En Europe, on considère que entre les risques de guerre, le pouvoir d'achat, la baisse de l'activité économique, et ben finalement l'environnement, l'écologie, c'est un peu secondaire. Donc on verra ça plus tard. Voyez. Or, on n'a jamais eu autant besoin de protéger notre nature pour pouvoir préserver notre avenir. Il est peut-être temps de changer notre regard sur la nature. Et puis de leur dire aussi, là, ce qu'on est en train de perdre, on est en train de perdre quelque chose qui vous fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous un intérêt personnel à avoir les oiseaux autour de nous, puisqu'ils nous font du bien. Donc s'ils disparaissent, c'est encore quelque chose qui fait du bien aux humains qui va disparaître de la Terre. Donc c'est aussi prendre un peu les choses sous un autre angle, un peu en montrant aux gens, mais regardez le bonheur que c'est les oiseaux, et laissez pas disparaître ce bonheur. Puis en fait, une des choses que ça m'inspire en écoutant ça aussi, c'est aussi une meilleure façon, des fois peut-être, d'amener des gens qui font pas d'ornithologie à avoir envie d'en faire. Donc c'est pas toujours facile lorsqu'on fait de la coche de convaincre les gens que c'est important de rajouter une 39e espèce à notre liste puis d'aller en voiture ou quoi que ce soit. Alors que là, si on dit, regarde, on va passer un moment dans la nature qui va nous faire du bien, puis les oiseaux vont avoir un impact positif sur notre santé mentale, on peut plus facilement peut-être aussi convaincre des gens autour de nous de nous accompagner puis de venir profiter de ce moment-là avec nous. Et les espèces exotiques, c'est toujours agréable de les voir, mais souvent les oiseaux qui ne sont plus familiers, comme les jets bleus, les mésanges, les moineaux, les mésanges à tête noire qui viennent manger dans nos mains, souvent qu'on fait des randonnées. Donc même ces oiseaux-là, qui sont peut-être un peu... je veux pas dire mal aimés, là, peuvent nous procurer du bien-être si vous prenez le temps d'observer leur comportement, d'observer les interactions qu'ils ont entre eux. Donc, c'est une façon, justement, essentiellement de prendre le temps. Là. C'est littéralement ça. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être venu nous présenter ce numéro-là, cet article-là. Au plaisir. Et voilà, c'est tout pour Tous aux oiseaux. Alors que le temps des fêtes approche et qu'on est toujours à la recherche de cadeaux originaux à donner à nos proches qui aiment les oiseaux, pourquoi ne pas aller regarder la boutique de Québec Oiseau et plus spécifiquement leur collaboration avec Birds Now? Les deux organismes offrent une collection magnifique de vêtements et de sacs représentant des espèces québécoises et une partie des profits sera redirigée vers des efforts de conservation des oiseaux. Nous aurons justement l'occasion de discuter de ce projet au prochain épisode de la balado-diffusion avec un des fondateurs de cette entreprise. D'ici là, on vous souhaite de belles observations et de bien profiter de l'arrivée de nos oiseaux d'hiver.